Président, on va ouvrir notre thématique de ce soir, lutte contre le cancer du sein. Quelqu'un a envie de dire quelque chose là-dessus, forcément? Le cancer. Ouais. Moi, quand on parle de cancer, ça me rappelle toujours ma mère, parce qu'elle en est décédée. Ouais. C'est pas, oui, ça, c'est pas le cancer du sein, mais c'est quand même le cancer. Et donc, voilà, et à chaque fois que c'est Octobre Rose, le sujet reste sensible. Oui, ça reste. D'accord, allez, ça part aujourd'hui une question. Hein. Allez. Ouais. Bonsoir et bienvenue déjà. Habituez-vous. Voilà, à ne pas trop compter, la première question. Pas trop compter sur moi. Ouais. Quelles sont les Octobre Rose, causes honneur aux femmes. exactes du cancer, du sein? Alors déjà, merci déjà encore une fois pour l'opportunité que vous nous accordez de venir discuter avec vous et surtout informer la population qui nous écoute à travers vos ondes sur ce que c'est que le cancer. Alors je dirais que le cancer n'a pas de cause évidente, sauf pour deux cancers, le cancer du col et celui du foie. Pour les autres cancers, il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque. C'est-à-dire c'est des facteurs qui sont, si l'organisme est soumis à ces facteurs, l'intéressé peut développer un cancer. Il y a beaucoup de types de facteurs. Il y a des facteurs comportementaux, la consommation d'alcool, la consommation de tabac sous toutes les formes, chicha, cigarettes, cigarettes électroniques qu'on en parle. Vous m'avez regardé, vous avez dit chicha. Moi, je suis pas un consommateur de chicha. Bon, c'est toi qui évoques tout le temps le chicha. Ouais, mais ça, c'est un chicha fictif. D'accord. Voilà, c'est un chicha fictif, ça n'existe pas. C'est pourquoi il y a le devant l'eau de là. Hein? Parce que beaucoup m'interpellent pour me dire, écoute, Al, c'est le ou c'est là. Nous, on connaît là. Voilà, moi, je dis le parce que c'est fictif, ça n'existe pas. Donc, c'est juste pour les réseaux sociaux. Ça me rassure alors. Donc, je disais la consommation de tabac, il y a la consommation d'aliments trop gras et l'utilisation de certaines formes de contraceptifs, surtout les contraceptifs hormonaux. Ensuite, il y a l'obésité. Il y a aussi des facteurs, disons, plus ou moins génétiques. Quand on a une mutation de certains gènes au niveau de l'intéressé, les gènes BRCA1, c'est technique. Alors, il y a aussi un antécédent familial, surtout quelqu'un qui a déjà eu un membre de sa famille qui a fait un cancer. Il est exposé à un risque aussi de faire un cancer. Donc, c'est tous ces facteurs combinés. Il y a aussi l'exposition à certaines radiations. Les radiations, on est entouré de rayons actuellement. Les ondes, on est entouré d'ondes. Donc, tout ça favorise la survenue des cancers. Il faut noter aussi que le cancer du sein n'est pas que chez la femme. L'homme aussi peut faire son cancer du sein. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une autre question, c'est par rapport à la Guinée. Aujourd'hui, qu'en est-il de l'état d'évolution du cancer en Guinée, surtout celui du sein et du col de l'utérus? Est-ce qu'il y a une régression ou bien il y a une progression? Où on en est avec l'état actuel des chiffres? Alors, parce que ce qu'on doit constater au niveau des chiffres, c'est qu'il y a une sous-notification de ces chiffres. Ce n'est pas tous les décès liés au cancer qui sont enregistrés au niveau des risques de cancer. Il y a des décès dans la communauté qui ne sont pas remontés. Il y a des décès dans la communauté rurale aussi également qui ne sont pas remontés. Parfois, les gens ne vont même pas à l'hôpital pour se faire consulter. Donc, il y a tous ces facteurs qui font qu'il y a une sous-notification des cas. Il y a une évolution, bien sûr, des cas par rapport aux années antérieures. Ça s'explique par le fait qu'il y a déjà des services spécialisés dans le diagnostic du cancer. Donc les cas antérieurement qui n'étaient pas diagnostiqués sont actuellement diagnostiqués, ce qui fait qu'au niveau des chiffres, nous avons une évolution, une progression, disons, des chiffres. Nous avons autour de 700 nouveaux cas de cancer du sein en Guinée, avec une mortalité de plus de 400 cas. Oui, nouveaux cas, oui. Alors, Marie-Angèle Ndiaye, vous êtes présidente de l'association de lutte contre le cancer. Quels sont les différents cas que vous rencontrez au quotidien? Je veux commencer aussi par vous remercier de nous avoir offert l'opportunité d'être ici avec vous et surtout de pouvoir passer le message. Mais venez tout le temps, ne venez pas que pendant le mois d'octobre. Hein. Ça va nous faire plaisir de venir tout le temps sur vos tableaux. Ok, donc ce que je voulais dire, c'est que pendant que nous, en tant qu'association, nous organisons des campagnes de dépistage, cela nous permet d'être en contact avec certaines couches de la population. Et donc, lorsqu'on est en contact avec eux, il est évident que nous allons dépister parmi cette population-là des personnes quand même qui sont porteuses de cancer. Et donc nous, notre association, pendant ces mois d'octobre rose-là,
où pendant les délais où on ouvre la campagne pour le dépistage, on va rencontrer des personnes qui sont porteuses de cancer et que nous allons prendre en charge selon nos moyens. Alors, il y a un achoppement entre aujourd'hui la nouvelle tendance. La nouvelle tendance, c'est les BBL, c'est la chirurgie esthétique, c'est la liposuction, c'est ça? Oui, liposuction. Voilà. Il n'y a pas d'effet par rapport à ce que vous traitez, votre ONG, parce que je prends un cas comme ça, que je vais vite fait aller là-dessus. Vous avez une personne peut-être qui a suivi de la chimio ou peut-être qui a été atteinte et qu'on a dû... comment vous dites dans votre expression? Ablation. Il y a eu ablation et cette personne a recours peut-être à la chirurgie plastique. À la chirurgie, une chirurgie réparatrice, j'ai envie de le dire ainsi comme ça. Vous rencontrez ce genre de situation où des gens qui viennent après chirurgie vous dire... voilà. Non, pour l'instant, notre ONG, non, voilà. En tout cas, nous, pour l'instant, notre ONG, c'est plutôt vers les personnes qui veulent faire un dépistage et chez qui il y a des lésions. D'accord, vous faites de la prévention. Exactement, c'est ça l'objectif principal. Est-ce que vous, docteur, vous avez rencontré justement ce genre de situation, peut-être des femmes qui auparavant ou 5 ans avant sont allées se faire, ont fait une chirurgie et après sont venues constater qu'elles avaient un cancer après ou après un cancer sont allées justement faire une chirurgie réparatrice, vice-versa? Personnellement, moi, je n'ai pas rencontré ce type de cas d'abord dans mes prestations pour le moment. Pour le moment, d'accord. Moi, j'ai une question pour Mme Angèle, parce qu'on parle de cancer du sein, col de l'utérus. Le regard de la société des gens qui souffrent, parce que vous parlez d'accompagnement. Comment vous soutenez les victimes? Parce qu'après, quand on a une ablation du sein, ça ne doit pas être facile. D'ailleurs, si on a une ablation encore, ça va. Il y en a qui en meurent, qui sont abandonnés parce que c'est un traitement épuisant. Les familles rejettent parfois. Il y en a même qui disent vaut mieux qu'il meure maintenant, on a assez dépensé. Oui. Il y en a qui préfèrent même la mort de la personne parce que ça coûte tellement cher. Comment vous faites d'euthanasie, quoi, genre. Justement, comment vous faites pour encadrer ce genre de cas-là? D'accord. Donc déjà, nous, notre objectif principal, c'est d'éviter justement que cette patiente arrive à ce stade où tout le monde va la rejeter. Stigmatisation. Exactement, parce qu'on va observer une augmentation du volume de son sein qui va aller jusqu'au niveau des plaies. Peut-être qu'on n'a pas voulu vous présenter des images, mais je peux vous assurer qu'il y a des images parfois, elles sont très choquantes. Et pour éviter d'arriver à ce stade-là, justement, il faut que les gens passent par la sensibilisation, déjà qu'ils soient informés, afin de pouvoir démystifier ce que c'est que le cancer du sein. Mais comment une femme peut savoir? Parce que généralement, c'est dans l'ignorance totale. C'est au fait vous vous touchez, à un moment, vous avez des boules, vous vous dites, ben, tiens, c'est rien, ça va passer, c'est un petit ganglion qui met du beurre de karité là-dessus, met du mentholatum là-dessus, met du confort. Excusez-moi, je fais la publicité de beaucoup de produits en même temps. Non, mais justement, il y a l'ignorance aussi. Il y a l'ignorance, et c'est l'ignorance-là qui les envoie justement à aller vers des tradithérapeutes qui, au contraire, au lieu de mettre le beurre de karité et tout, vont préférer mettre des décoctions. Voilà. Donc, ces décoctions-là vont brûler carrément la peau, le sein, et aller atteindre jusqu'au niveau des muscles ou bien de la glande, on va dire, pour pouvoir donner après quelque chose qui sera difficile à prendre en charge. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a douleur, dès qu'il y a des premiers ressentis, on doit tout de suite aller rencontrer... Il y a des signes. On va laisser le docteur qui est le spécialiste. Il va nous parler un peu des différents signes avant-coureurs. Avant que le docteur ne parle de signes avant-coureurs, on a tout notre temps, ne vous inquiétez pas. Tu voulais poser une question? Oui, je voulais poser une question. Voilà, pour les femmes, on a toutes des boules dans le sein. Je voudrais savoir, par exemple, on peut se palper, parce que c'est conseillé que chaque femme se palpe chaque matin, qu'elle soulève la main, qu'elle essaie de toucher, de voir en fait qu'est-ce qui se passe. Mais déjà, il y a une boule. Mais comment on peut se rendre de façon ignorante, je vais le dire comme ça, qu'on a quelque chose qui ne va pas vraiment dans le sein? Docteur. Docteur. Bon, en même temps, nous a rejoint Fatoumata Nene Diaby, président de l'association des jeunes Africains pour la lutte contre le cancer du sein. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Votre micro, ça va bien? Bonsoir. Bienvenue. Allez, alors la réponse? Oui, alors, ce qu'il faut savoir, ce que vous palpez normalement dans votre sein, ce n'est pas les boules. Ce sont les glandes mammaires. D'accord. C'est ce qui permet de produire le lait pour les enfants. C'est à partir de là que le lait maternel est produit. Ça, c'est de façon normale. Si vous constatez d'habitude quand vous le palpez, c'est un peu, disons, spongieux. C'est comme une éponge, ça a une texture particulière. Alors, ce qu'il faut savoir, l'objectif de la palpation, il ne s'agit pas en fait de toucher comme on touche. Il y a une technique bien appropriée pour chercher les pathologies au niveau des seins. Il y a des applications également qui sont disponibles, téléchargeables sur toutes les plateformes,
et qui nous aide aussi à faire cette autopalpation de façon optimale. Alors, je peux peut-être vous donner quelques techniques pour le faire, simplement. Vous voulez aussi... Non, il n'y en a pas. Je pensais qu'il y avait un mannequin en caoutchouc ici pour... Non, ce n'est pas grave, je peux le faire de façon verbale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le faire de préférence après les règles, 4 jours à 1 semaine après les règles pour celles qui voient les règles, ou alors celles qui sont ménopausées peuvent choisir un jour du mois. C'est une seule fois dans le mois, c'est largement suffisant pour observer ces modifications. Alors, il y a d'abord l'observation visuelle. Il faut toujours le faire devant un miroir. Soit vous pouvez le faire à genoux devant le miroir ou arrêter devant le miroir. Vous mettez les mains sur les hanches, vous observez vos seins, la forme de vos seins. Est-ce qu'il n'y a pas une couleur inhabituelle au niveau des seins? Est-ce qu'il n'y a pas une déformation quelque part au niveau du sein? Est-ce que la peau de votre sein est d'aspect normal, c'est-à-dire habituel? Parfois, vous pouvez constater, pour certains cas, qu'il y a un aspect en peau d'orange, les piquetés de l'orange, là, de la peau de l'orange, vous pouvez constater ça. Ça, c'est un signe qui doit vous interpeller. Ensuite, vous pouvez appuyer le sein pour regarder qu'est-ce qui sort. Parce que pour quelqu'un qui n'allait pas, ce n'est pas normal qu'il y ait un écoulement. Ou une sorte de pus, voilà, ou un truc comme ça. Une sorte de pus ou du sang même parfois. Donc, ce n'est pas normal. Donc, quand il y a ça aussi, il faut interpeller directement un spécialiste. Ensuite, ce que vous faites, vous mettez la main droite sur... la main gauche sert à examiner le sein droit, la main droite, le sein gauche. Ah, d'accord. Si on veut examiner, par exemple, le sein, disons, gauche, je mets ma main gauche derrière la tête, toujours devant le miroir. Je prends le bout des doigts. C'est le bout des doigts qu'il faut utiliser. Vous commencez à examiner de l'extérieur vers l'intérieur en suivant le sens des aiguilles d'une montre. Et vous faites des petites pressions pour regarder est-ce qu'il y a une formation, une petite boule quelque part. Une anomalie voilà, quelconque. Une anomalie, vous descendez, vous remontez sur tout le sein. Ensuite, vous faites une pression plus importante pour regarder un peu plus profond, pour savoir s'il y a quelque chose ou pas. Et après, vous terminez par les aisselles, parce qu'il faut toujours aussi examiner les aisselles, parce que la chaîne ganglionnaire, elle va jusqu'au niveau des aisselles. C'est important de savoir qu'il n'y a pas de boule aussi là-bas. Et puis, vous faites l'inverse aussi pour l'autre sein. Donc, les signes qu'on peut avoir d'habitude lors de ces examens, c'est des boules dans les seins. Ça peut être aussi une masse au niveau du sein ou même une déformation ou une augmentation du volume d'un certain sein par rapport à l'autre. Donc, tous ces signes, s'ils sont présents, doivent pousser la femme à consulter au plus vite un spécialiste, un gynécologue ou un cancérologue. Est-ce qu'il y a un examen particulier à part la palpation? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une imagerie ou quoi que ce soit qu'on peut faire? La mammographie. Alors, ce qu'il faut savoir, la mammographie, elle est destinée aux femmes ménopausées. Ok. Et c'est qu'il faut le faire chaque 2 ans. Pour les femmes ménopausées, il faut le faire chaque 2 ans. C'est ce qu'on appelle le dépistage, le dépistage de routine pour les femmes ménopausées. C'est chaque 2 ans, il faut faire une mammographie. Pour les jeunes filles, il n'est pas très conseillé de faire la mammographie, sauf pour certains types de seins, les seins très denses, parce qu'en fait, l'exposition même à ces rayons, l'exposition fréquente à ces rayons peut entraîner la survenue aussi des cancers. Alors, moi, j'ai envie de parler avant bien sûr de me tourner vers Néné Diaby, je reste toujours avec Angèle Ndiaye. La période post-opération, parce qu'on en parle moins, c'est vrai, si on n'arrive pas à prévenir et qu'on a atteint et que la chimio n'a pas réussi et qu'il faut faire passer à l'ablation, pour une femme mariée, comment le regard de... Avant de passer, ouais. Ce n'est pas parce que la chimio n'a pas réussi qu'on opère. D'accord. C'est un processus en fait. D'accord. C'est une stratégie de traitement. Alors, moi je parle pour la femme qui a subi une ablation et qui a un seul sein aujourd'hui. Okay. Il y a le regard de l'homme, ça bousillait beaucoup de foyers, j'imagine, ça bousillait beaucoup de trucs. Absolument. On va me parler de prothèses ou bien autre chose, mais il y a un travail aussi post-opération à faire. Exactement. Votre ONG... non, pas encore, parce que déjà, il faut faire, comme on l'a dit, après une ablation, il faut faire une chirurgie réparatrice. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose déjà qui n'est pas accessible chez nous ici. Et celles qui le font, elles le font directement à l'étranger. Si vous avez les moyens, vous allez en Suisse ou ailleurs pour... Exactement, pour le faire, cette chirurgie réparatrice-là. D'accord.
Voilà. Mais est-ce que pour renforcer la question de Al, est-ce que vous vous rapprochez aussi des familles des victimes, qui une sorte de sensibilisation pour leur dire, écoutez, elle a été victime de ça, voici comment il faut la traiter. La sensibilisation, est-ce que vous la faites aussi avec la famille de la victime? Déjà, le soutien psychosocial, il est là, il est suivi parce que les médecins qui le prennent en charge, qui prennent cette patiente en charge là, ils vivent déjà toute l'histoire avec la famille. Parce que déjà du dépistage jusqu'à accepter déjà que c'est un cancer, accepter à se faire opérer, à faire la chimio. Peut-être pour ceux-là, certaines qui vont faire la radiothérapie, c'est un long processus. Il faut l'adhérence de la famille. Et après, maintenant, accompagner cette patiente-là, parce qu'à chaque fois, il faut qu'elle revienne pour un contrôle périodique. J'imagine que ça doit être lourd. Alors, Fatoumata Néné Diaby, président de l'Association des jeunes africains pour la lutte contre le cancer du sein. Pourquoi une association de jeunes africains pour la lutte contre le cancer du sein? Parce qu'on est collaboré avec des Camerounais, des Sénégalais qui sont dans d'autres pays et avec des Guinéens qui sont en France. D'accord. Avec l'ONG GIFT qui nous aide en France. Mais d'où part l'idée? Vous avez un proche, vous-même, quelqu'un a été atteint de cancer et vous décidez de... Vous-même? D'accord. Votre micro, vous pouvez le remonter un peu. Expliquez-nous un peu votre histoire, puisque vous êtes un témoin oculaire. En 2017, je suivais une chaîne télévisée, RTS. On parlait du cancer du sein. Ils ont commencé à dire de s'autopalper et voir s'il y a des boules. Donc, automatiquement, j'ai commencé à m'autopalper. Mais vu que ça parlait du cancer, même le nom de cancer, c'est effrayant. Donc, du coup, je n'ai pas osé affronter la médecine. Automatiquement, je suis rentrée dans Google. Je n'ai pas voulu en parler à ma famille. Je suis rentrée dans Google pour voir s'il y a une possibilité de traitement. Et du coup, j'ai vu que oui, il y avait une possibilité. Directement, je me suis rendue à Jean-Paul II. Et c'est comme ça. On vous a dépisté là-bas et c'est comme ça que ça a été découvert. Et pour moi, il y avait 2 boules dans les 2 seins. D'accord. Et ils ont dit qu'une boule, ce n'était pas le cancer. Votre micro, rapprochez le micro. Ils ont dit qu'il y a une boule qui n'était pas le cancer. Ça, on n'avait même pas besoin de faire une intervention. Et l'autre, c'était obligé en fait. D'accord. Vous avez des questions? Oui. Je voudrais savoir, en fait, aujourd'hui, le traitement du cancer du sein, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Par exemple, pour quelqu'un qui est dépisté, est-ce que c'est vraiment possible que tout le monde... Non, il ne faut pas changer l'histoire, là. Attends, toi, tu vas aller loin. Moi, je veux rester sur elle. Exactement. Allez, non, ne nous sors pas de l'histoire, elle est très intéressante. En fait, comment votre prise en charge s'est-elle passée lorsqu'on vous a dépisté? Psychologiquement, combien de temps ça a pris? Comment on a traité entre l'opération, la chimio? Qui vous a pris en charge? Comment l'accompagnement a été fait? Déjà, quand j'ai fait le test, on ne m'a pas directement dit que j'avais un cancer ou une maladie. On m'a dit de revenir. Et une semaine après, de venir prendre le résultat, je ne sais pas ce qu'ils ont fait réellement. Je suis revenue et quand je suis revenue, ils m'ont dit, là, il n'y a pas de souci. Mais là, il faut que je fasse une intervention. Chirurgicale? Oui. D'accord. Et moi, au final, j'avais peur, je ne suivais même pas parce que partout où on parle de cancer, là, moi, je pense automatiquement à la mort. C'est parce que j'ai vécu et de 2017 à 2023, je vis encore que j'ai de l'espoir. Je sais que oui, il y a une possibilité. Donc, vous n'avez pas accepté la proposition des médecins? Quand bon, ils vous ont demandé de... Non, c'est pas possible, comment je peux l'avoir? Et ma mère aussi, elle a été victime. Alors 2017-2023, vous avez traité, comment ça s'est passé? On a opéré en fait. Vous avez opéré? Un sein. Oui. Pas du tout. Donc, après, il y a eu la chimio ou non, je n'ai pas fait la chimio parce que j'ai vite détecté. Quand c'est vite détecté, on n'avait pas besoin de tout ça. Donc, quand vous dites opérer, excusez-moi docteur, hein, je parle sous votre contrôle, c'est ablation ou c'est... On ouvre, on enlève la boule, on referme? En écoutant l'histoire de c'est madame, excusez-moi. Alors, j'ai l'impression que c'était plutôt quelque chose de bénin qu'un cancer en fait. Voilà. C'est une tumeur bénigne. Cancer, forcément dans la démarche thérapeutique, il y a la chimiothérapie qui accompagne. Malgré qu'on fasse une chirurgie peut-être conservatrice du sein, il y a la radiothérapie qu'il faut faire et il y a d'autres traitements derrière. J'ai l'impression plutôt que c'était plutôt une tumeur bénigne qu'on a levée et puis voilà, qui est sous surveillance. C'est ce qu'on vous a dit? Effectivement, c'est ce votre micro, effectivement, c'est ce qu'ils ont dit. C'est la tumeur. Oui, comme c'est une boule. Au fil, si je n'avais pas vite détecté... Elle aurait grossi et puis aurait fait beaucoup de dégâts. Donc vous êtes sorti depuis toute cette histoire et vous avez décidé de créer une association et de mettre votre énergie au service des personnes qui peut-être vivent la même chose que vous. Je suis jeune, si j'ai pu être traitée, pourquoi pas eux? D'accord. Donc, et l'année là, je peux dire que nous avons un peu évolué encore parce qu'il y a plein de filles qui nous écrivent,
où se passe le test. Elles viennent d'où, toutes ces filles-là? Elles sont tous de la Guinée? Il y a certaines qui sont à Bokeh, Kindia, qui me demandent où le test se passe là-bas. D'accord, mais vous avez dit africain, donc il y a d'autres pays dedans ou... Oui, je suis collaboré avec M. Sylvain qui est au Cameroun. D'accord. À Dakar avec Zénap. Et quels sont les... On aimerait faire à la longue une grande ONG. D'accord. Et quelles sont les actions que votre petite ONG en attendant mène ici, localement? Ouais. C'est pas péjoratif, hein? Ouais. Nous sensibilisons dans des écoles pour encourager les jeunes à se faire dépister. Comme l'année dernière, on a fait dans les marchés, chez les femmes analphabètes, parce que c'est les personnes qui sont le plus atteintes. Oui, justement. Hein. Ouais, nos mamans qui ne savent pas. Elles ne connaissent pas. Nos jeunes sœurs au village. Ouais. Donc, on passe là-bas pour les... sensibiliser. Ouais. Je pense qu'avec Madame Angèle, il faut faire une belle fusion pour composer vos énergies. Docteur, on parle de sensibilisation. Peut-être les gens ne peuvent pas comprendre l'importance de la chose. Combien ça coûte une chimiothérapie? Juste donner une idée aux gens de ce que ça peut coûter. Juste si effrayer les gens? Non, pas effrayer, juste donner une idée en fait. Voilà. Combien ça peut coûter? On va te donner un montant ici, tu vas décourager beaucoup à la maison. Là. Non, pas décourager, mais encourager. Allez rencontrer Docteur Soirée, il est là, il y a des prises en charge gratuites. Si je peux me permettre, aujourd'hui ce que nous voulons, c'est que les gens n'aient pas peur de ce qu'on appelle un cancer. Voilà. Aujourd'hui, on a une preuve vivante devant nous que lorsque vous faites un dépistage de façon très précoce, vous avez toute la possibilité d'avoir une vie aussi belle et saine que tout le monde. Si. OK? Mais pour cela, il faut que vous acceptiez de vous faire dépister. Et aujourd'hui, il y a des ONG comme nous, ou bien comme celle de Madame, qui font ce dépistage de façon gratuite. Donc, ça veut dire que c'est sans frais. Au-delà de ça, si on vous dépiste et que vous avez un nodule dans le sein, actuellement, notre ONG, nous sommes en partenariat avec des centres d'imagerie. OK. À travers le programme national. Il y a des sortes de prises en charge gratuites. 50% de frais en moins. Pas mal, c'est pas plus mal. C'est mieux que de... Je veux juste savoir les chiffres. Jusque-là, il n'y avait pas de radiothérapie en Guinée. Il y avait juste la chimio. Est-ce que ça a changé? Ou bien qu'est-ce qui est en train de... Il y a eu de l'évolution, il y a eu de l'équipement. Bon, déjà, je parle sous la casquette de responsable sur l'évaluation du programme national de lutte contre le cancer. L'année passée, quand on était là, on n'avait pas de programme encore de lutte contre le cancer. En fait, c'est devenu l'objectif qu'on avait l'année passée à Sanger, puisque grâce à nos différentes interventions, nos sensibilisations, le ministère a pris de bras le corps le problème de cancer. Alors, ce qui a motivé la création du programme. Au niveau du programme, nous sommes en train de travailler pour faire le plan stratégique du programme pour 5 ans, dans lequel il y aura une radiothérapie. Le centre déjà où doit être construit le site a déjà été identifié. Nous sommes en train de mettre en place déjà le plan stratégique, comme j'ai dit, dans lequel tout va être inclus. Donc j'aimerais vous dire ici que dans les 5 prochaines années, si tout se déroule comme on le veut, la Guinée se dotera d'une unité de radiothérapie opérationnelle. Malgré déjà qu'il y a des radiothérapeutes formés, spécialistes qui sont là, mais qui ne travaillent pas malheureusement compte tenu du fait qu'il n'y a pas de... 5 ans, c'est pas long. D'accord. Docteur, c'est déjà ça d'avoir aujourd'hui, où sont les centres de dépistage? Comment les populations qui nous écoutent aujourd'hui, où elles peuvent se diriger pour aller faire un dépistage? Non, j'étais toujours là. Donc, comme je disais tantôt, alors le programme, nous avons comme objectif, l'un de nos objectifs principaux, c'est de réunir les acteurs de la lutte contre le cancer dans une synergie d'action pour permettre un impact plus important au sein de la communauté. Madame Angèle, Dr Angèle qui est là, avec son ONG, en plus de celle-là, il y a une dizaine d'ONG qui se sont retrouvées pour former ce qu'on appelle la Ligue guinéenne de lutte contre le cancer. Ah, c'est très bien ça. Oui, en fait, c'est à l'image des autres pays parce que ça aura plus d'impact au niveau de la communauté et surtout, ça permettra de faire un plaidoyer plus important au niveau des décideurs. À côté de cela, donc, pour cette campagne Octobre Rose 2023, nous avons ciblé 9 sites dans les 5 communes de la capitale où les femmes pourront partir se faire dépister de façon gratuite. Donc, grâce à l'implication des ONG qui vont aller dans les marchés, les lieux de mobilisation pour sensibiliser les femmes, les inviter à venir se faire dépister. Alors, pour la commune de Kaloum, c'est le centre médical Bernard Kouchner. Pour Donka, c'est le centre régional de formation francophone pour la prise en charge des cancers gynécologiques. Et pour
Dixine toujours, il y a le CMC de la Minière et il y a le site de FMG à la Carrière. Et pour la commune de Ratoma, il y a le CMC Ratoma et le centre Aminata Souaré. Et pour la commune de Matam, c'est le CMC Matam. Et pour la commune de Matoto, c'est le centre de santé d'Abompa. Bon, ce qu'il faut signaler pour le moment, nous avons un retard dans le décaissement des fonds au niveau de nos partenaires. Justement, j'allais poser la question, est-ce que l'État met suffisamment les moyens Bon, l'État, pour le moment, nous sommes un nouveau programme, nous n'avons pas encore toutes les ressources nécessaires pour pouvoir même fonctionner de façon autonome. Mais grâce à l'appui de certains partenaires, notamment l'OMS que nous tenons à remercier, la Banque mondiale à travers ses projets et surtout l'Expertise France, qui nous accompagne pour le moment dans la réalisation de nos activités planifiées pour l'année 2023. C'est très bien. Il n'y a pas de centre à l'intérieur du pays parce que là, j'ai entendu pour Conakry, 9 centres pour Conakry. Et à l'intérieur du pays, qu'il y a... À l'intérieur du pays, il y a une ONG qui a mis en place un site de dépistage au niveau de l'hôpital régional de Kindia, qui a pour objectif de dépister 400 femmes pour la région de Kindia. Mais en dehors de ça, pour le moment, il n'y a pas d'autres centres à l'intérieur. D'accord. Alors, docteur, un message à toutes ces femmes qui, justement, ont peut-être découvert qu'elles sont atteintes du cancer du sein. Si vous avez un message à passer en ce mois, voilà. D'accord, donc moi le message que j'ai à passer à toutes ces femmes, c'est que ne vous sentez pas seul et dites-vous qu'il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner. Mais pour pouvoir vous accompagner, il faudrait que vous fassiez l'effort de venir vers nous. On va essayer de faire ce qu'on peut, notamment dans la prise en charge et aussi pour l'imagerie. Donc n'hésitez pas, nous, à Gikan, nous sommes là pour vous, on lutte contre le cancer et on souhaiterait que vous tous ici présents, que vous soyez aussi... On l'est déjà, voilà, docteur Souaré le sait. À nous accompagner dans la on a toujours ouvert nos vannes, dans la sensibilisation. Alors Fatoumata, c'est aussi le mois de la jeune fille. Tu es une jeune fille que je vois devant moi. Tu portes un lourd poids quand même, psychologique. Si tu as un message aussi à passer, ce sera lequel? Bon, si j'ai un message à passer, je vais encourager mes soeurs à venir se faire dépister. Nous sommes en mois d'octobre. On n'a rien à perdre à se faire dépister. Et quand la maladie est vite découverte, il y a une possibilité de traitement. D'accord. Et je pense aussi aux femmes qui sont en train de se battre contre cette maladie. Bon mois d'octobre à eux. Que Dieu soit avec eux. Voilà. Et si on veut vous joindre, on veut te joindre pour avoir accès à ton ONG, à votre association, il y a des numéros de téléphone? Oui. Attention messieurs, c'est pas pour voilà, c'est pour rejoindre l'association. On va lâcher les numéros ici. Derrière vous, vous avez des idées. Voilà. Hein. C'est ça le problème. Hein. Voilà. Franchement, allez, vas-y ma grande. Oui, si vous voulez contacter l'ONG, vous allez contacter le 627 18 18 48. On peut faire le même exercice pour vous, docteur, ou ça va, vous en passerez, vous donnez juste... Non, moi c'est bon. Ça va, mais il y a un site, il y a un siège, il y a une adresse mail, Nous, on a quand même un site. D'accord. Nous sommes à Capo, non loin du centre de santé Guéné-Kaba. D'accord. Donc vous allez voir, il y a un centre de dépistage Aminata Souaré. Il est ouvert durant tout le mois et on est accessible. Exactement. J'ai fait une interview là-bas par rapport à accompagner quelqu'un pour le dépistage. Exactement. Donc, et non pour manger, parce qu'il y a un bon restaurant aussi dans le même couloir. Voilà. Oui, derrière là-bas, c'est ça. Tant qu'on vous y attend, c'est ça. Allez, merci d'être passé.